votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Aime le média, l'instant politique. Et cette semaine, dans l'instant politique, nous parlerons des votations du 24 novembre prochain. 4 enjeux majeurs soumis au peuple suisse dimanche prochain. Avant de passer aux urnes, nous vous proposons chaque matin, cette semaine, de revenir avec nos invités à 7h sur les 4 objets fédéraux. L'aménagement des routes nationales, le droit du bail sous location, le droit du bail résiliation pour besoins propres et le financement des prestations de santé. 4 objets, 5 invités, même temps de parole pour analyser ces dossiers, porteurs d'enjeux sociaux, environnementaux et économiques au cœur des débats avant d'aller voter, par exemple dimanche. En tous les cas, on vous invite à aller voter. Et ce matin, notre premier invité, c'est Jean-Valentin de Saussure, vice-président des Verts Vaudois et conseiller communal de la commune de Milly-Roland. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Merci d'être là pour revenir effectivement sur ces 4 objets. Vous êtes en campagne. Comment est-ce que vous vivez cette période ? C'est un peu stressant du coup là, non ? Oui, je pense. Effectivement, la campagne bat son plein, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une mobilisation qui est forte, notamment sur l'objet des autoroutes qui nous est cher pour les Verts, parce que voilà, c'est un enjeu local qui touche un certain nombre d'enjeux environnementaux et qui nous est important. Sujet clivant aussi, du coup. Sujet clivant, effectivement. Sans électrique, Oui, c'est sûr, mais je pense qu'un certain nombre d'automobilistes ont aussi compris les enjeux de cette votation, je pense. C'est pas une question d'être pour ou contre la nature, c'est vraiment de trouver une solution qui réponde vraiment à la situation actuelle et puis qui soit pas en fait un gouffre financier qui va ne faire que déplacer le problème. Tout à fait. En tout cas, merci d'être avec nous. Léo de Garrigue, on commence par l'aménagement des routes nationales. Oui, un projet qui propose l'élargissement de 6 tronçons d'autoroute dans le pays, dont celui entre le Vengeron et Nyon qui suscite un débat local et prononcé. Oui, ça vous porte tout particulièrement à cœur, puisque vous êtes presque concerné, ça passerait devant chez vous. Oui, c'est ça. La commune où j'habite est effectivement touchée par le tronçon, donc elle est riveraine de l'autoroute. Effectivement, et c'est un enjeu qui touche très localement, parce que ce projet roman, il est localisé sur les communes de Terre-Sainte, entre le Vengeron et puis Nyon aussi. Donc c'est clair que l'argument principal, à mon avis, c'est qu'on aura un trafic supplémentaire qui sera généré par cette autoroute élargie, qui va inévitablement se déverser dans les communes aussi. C'est faux de dire qu'on va décharger les communes. En fait, en pratique, aujourd'hui, quand on regarde les comptages routiers, on voit déjà dans cette région-là que le trafic diminue grâce au Covid, finalement, grâce au télétravail, grâce aux mesures de report modal qui ont été prises. Et puis en fait, en élargissant, on va créer ce fameux appel d'air qui va attirer un trafic supplémentaire et puis qui finalement va créer un certain nombre de nuisances pour l'environnement et puis pour la santé. Ouais, la TE parle de frénésie de construction. Vous êtes d'accord avec cette manière de penser ? Je pense qu'il s'agit ici surtout d'investir dans des solutions qui soient vraiment efficaces et puis qui résolvent le problème à terme. Ici, on va simplement élargir sur 19 km pour plus d'1 milliard de francs, si on regarde les coûts réels du projet, pour finalement ne déplacer les bouchons qu'ailleurs, parce qu'on n'élargit que jusqu'à l'échangeur du Vengeron. On sait qu'aujourd'hui, ce projet, c'est qu'une première étape à un élargissement progressif aussi de tout le contournement de Genève notamment, et on sait qu'aucun trafic ne naît ou ne s'achève sur l'autoroute, donc tous ces véhicules supplémentaires, ils vont bien finir par sortir de l'autoroute et arriver dans les villes et les villages, qui ne peuvent pas absorber ce trafic supplémentaire. Mais c'est déjà le cas aujourd'hui, les gens sortent de l'autoroute pour passer par les petites routes, pour traverser Milly par exemple. Oui, tout à fait. Ça vous embête un peu quand même, c'est pas forcément ce qui est le plus agréable aujourd'hui. Alors, ce qu'on voit en pratique, c'est important là de se référer aux chiffres, c'est les comptages routiers qui montrent qu'on a eu cette baisse du trafic en réalité. Donc, ce déchargement, en fait, ce trafic supplémentaire dans les communes, il arrive que en cas d'événement exceptionnel, en cas d'accident sur l'autoroute. Et ça, c'est des cas rares, c'est pas tous les jours. Et ce qu'il faut surtout, c'est amener des solutions pour éviter les bouchons aux heures de pointe, parce qu'on voit que le reste de la journée,
finalement l'autoroute est fluide. Ouais. Et puis finalement le comportement des automobilistes, il répond pas toujours non plus à ce qu'on apporte, dans le sens où il y a un certain nombre de gens qui aiment bien passer par les chemins agricoles, par les routes agricoles. Je le vois moi-même aussi dans la région. Et élargir l'autoroute ou non, ça va pas changer fondamentalement leur comportement non plus. Léo de Garrigue. On dit quoi à tous les automobilistes qui ce matin, peut-être en ce moment même, sont dans les bouchons et qui voient qui peuvent se dire instinctivement qu'il manque une voie. Comment on fait pour réfléchir? C'est pas instinctif, disons, comme réflexion. Oui, alors moi je comprends effectivement que ces bouchons aux heures de pointe, ils posent problème, ça c'est clair et net. Maintenant, notre argument c'est surtout de dire que en élargissant l'autoroute, finalement, on ne va pas résoudre à terme ce problème de congestion, et on doit trouver des solutions alternatives. On a des solutions techniques, on peut réduire la vitesse aux heures de pointe, on peut utiliser ponctuellement par exemple la bande d'arrêt d'urgence, et puis surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on parle pas de réduire en fait, par exemple le trafic marchandises ou le peintre ou l'électricien qui doit passer par l'autoroute. Ça, c'est inévitable. Et je pense qu'on doit garder ça. On parle pas d'enlever l'autoroute. On parle simplement du fait que aujourd'hui, dans la situation actuelle, ce projet ne va pas répondre à ce besoin. Et puis surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le motif du travail, en réalité, ne représente qu'une toute petite partie du trafic sur l'autoroute. On a beaucoup de trafic qui est lié aux loisirs, qui est lié aux achats, et là, on peut proposer des solutions alternatives, comme les transports en commun, comme aussi, je pense, des innovations dont on n'a peut-être pas encore l'habitude en Suisse, le covoiturage ou autre, pour justement favoriser des alternatives plus durable. Nous recevions récemment Sébastien Leprat des TCS. Je vous propose de l'écouter et puis de réagir après. Sur tout le réseau routier suisse, sur les 17 dernières années, on n'a fait que 17 km d'élargissement sur 2250 km. Donc même pas 1%. Donc lorsque j'entends dans cette campagne, on va bétonner le territoire, on va nuire à la biodiversité, lorsque j'entends tous ces arguments, on y reviendra sans doute, mais je crois qu'il faut remettre les choses dans leurs proportions. On parle d'ici d'investissements très ciblés sur certains secteurs clés du réseau autoroutier suisse qui sont totalement encombrés. Qu'est-ce que vous répondez à M. Leprat, M. de Saussure ? Bon, moi, ce que je réponds, c'est que effectivement, dans le cadre de cette votation, il s'agit d'élargir sur certains tronçons précis, avec un coût qui est quand même exorbitant. Enfin, on parle de 5 milliards, mais on sait déjà, comme l'a révélé la NZZ, que ce sera plutôt de l'ordre de 7 à 8 milliards finalement, avec les coûts réels dus à l'inflation et dus à la planification, entre autres. Donc, c'est des projets qui coûtent extrêmement cher, et puis qui finalement, en élargissant que certains bouts, ne vont pas résoudre le problème de la congestion. Donc, ce que j'ai envie de répondre, c'est que on doit réorienter nos priorités, on doit développer une vision avec une mobilité d'avenir. Le problème, c'est qu'on fait que reproduire des schémas anciens qui ne sont simplement pas viables pour 2050. Et c'est là où, justement, cette votation, elle est cruciale parce qu'elle est là pour donner un cap, pour dire que finalement, on veut une autre vision de la mobilité à long terme. Ça veut dire changer les habitudes, ça veut dire revoir énormément de paramètres. Il y a quelques années, on votait pour la troisième voie CFF, on l'a refusé aussi. C'est une histoire de coût finalement. Tout nous ramène à l'argent uniquement, c'est ça ? Oui, c'est une histoire de coût, mais c'est effectivement aussi de répondre aux problèmes avec les bonnes solutions. Bien sûr. Et vous en avez les solutions ? Oui. Vous avez les bonnes solutions. Moi, je trouve vraiment dommage que dans cette votation, les partisans du oui prennent l'excuse finalement de dire que c'est parce qu'on aura une troisième voie CFF qu'en 2060 qu'on doit élargir l'autoroute. Mais qu'est-ce que c'est comme vision politique, ça ? Je veux dire, on doit vraiment avoir une vision en matière de mobilité qui soit cohérente avec les enjeux à long terme. C'est ce qui manque aujourd'hui à la Suisse. Et c'est pour ça que la votation elle est cruciale dans ce sens-là. Donc il faut trouver des solutions, c'est ce que vous dites. Donc vous invitez la
la population a voté non. Exactement. Ouais, oui. Très bien. On va parler tout à l'heure, le temps passe très vite, je suis désolé, le droit du bail, sous-location, droit du bail, résiliation pour les besoins propres, et puis le financement des prestations de santé, ça sera juste après avoir écouté et regardé le titre que vous avez choisi de Vagabond Man. Pourquoi cette chanson? Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, monsieur de Saussure? Mais en fait, j'ai écouté Vagabond Man la première fois au Caribana en 2017. Ah oui. J'étais encore sur la fin de mon gymnase d'ailleurs. Et puis j'ai vraiment adoré sa voix, avec des origines vraiment soul, presque gospel aussi. Et je trouve que c'est une voix incroyable. C'est un très bon choix. On va se l'écouter, se le regarder juste après la pause et on vous retrouve pour la deuxième partie de l'instant politique avec Léo de Garriga. À tout de suite. M le média, l'instant politique. Avant de passer aux urnes, nous vous proposons chaque matin de cette semaine de revenir avec nos invités tous les jours à 7h sur les 4 objets fédéraux, l'aménagement des routes nationales, on en a parlé il y a quelques instants, le droit du bail sous location, droit du bail résiliation pour besoins propres, on va en parler dans quelques secondes, et puis le financement des prestations de santé, 4 objets, 5 invités, même temps de parole pour analyser ces dossiers porteurs d'enjeux sociaux, environnementaux et économiques. Jean-Valentin de Saussure, notre invité ce matin, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes vice-président des Verts et conseiller communal de la commune de My. Vous êtes là pour répondre à nos questions. Et on va parler maintenant de ce sujet, de cet objet, l'objet du droit du bail, la sous-location, Léo de Garrigue. Oui, un projet de réforme du droit du bail qui vise à encadrer plus strictement la sous-location. Oui, alors votre avis par rapport à ce qui a été, ce qui est proposé, ce projet répond-il aux besoins d'un marché locatif tendu aujourd'hui, à votre avis, Jean-Valentin de Saussure? Alors, je pense que ce qui est important de comprendre dans cette votation, sur les 2 objets, que ce soit le besoin propre ou la sous-location, c'est que le Conseil fédéral était contre ces 2 réformes. Il a clairement exprimé qu'il n'y avait pas de nécessité d'agir aujourd'hui, de changer la loi, et que surtout ça constituait une atteinte aux droits des locataires. Ouais. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est effectivement le Conseil fédéral qui, je le rappelle, est à majorité PLR-UDC. Mais vous dites quoi? Le Conseil fédéral, on a lu vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ben justement, le problème avec les sous-locations, qui c'est qui en bénéficie aujourd'hui? C'est majoritairement les étudiants, les jeunes, c'est aussi les retraités qui peuvent sous-louer par exemple une partie de leur logement, de leur appartement. Oui. Aujourd'hui, on a déjà une obligation d'annonce quand on fait de la sous-location. Le problème, c'est qu'on va créer des contraintes administratives supplémentaires avec ce consentement écrit qui demanderait un certain nombre d'informations, et surtout on introduit un maximum de 2 ans au-delà duquel le bailleur peut résilier le contrat. Donc finalement on introduit 2 dispositions qui vont effectivement restreindre le droit des locataires et qui vont restreindre le fait de pouvoir sous-louer son logement. Donc évidemment vous êtes aussi... Nous sommes contre effectivement cette atteinte. Le droit du bail, résiliation pour besoins propres, c'est compliqué parce que c'est 2 sujets qui sont assez proches l'un de l'autre. Oui, cette réforme-là, elle vise à simplifier les démarches des bailleurs pour récupérer un bien à des fins d'usage personnel. On voit que c'est la première comme la deuxième d'ailleurs, sont plutôt à l'avantage, disons, sont poussés par des lobbies immobiliers souvent, et sont plutôt vont à l'opposé des enjeux des locataires, cette deuxième réforme aussi. Oui, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que d'invoquer le besoin propre pour résilier un bien, c'est déjà possible. On le voit, la jurisprudence du tribunal fédéral depuis plusieurs années, elle est très claire là-dessus. Elle a d'ailleurs élargi la notion de besoin urgent pour permettre d'introduire déjà cette notion d'actuel et objectif qu'on change. En fait, c'est un changement très technique et juridique finalement. Mais aujourd'hui, on va encore assouplir la loi alors que c'est déjà possible, et effectivement pour permettre de résilier plus facilement. Donc ça sert à rien selon vous, cette loi? Oui, ce qu'on voit en pratique, c'est qu'il y a des bailleurs qui résilient justement en invoquant ce motif du besoin propre et qui finalement n'en font pas usage. Et qu'est-ce qui se passe après? C'est que le bien, il est reloué plus cher. Donc c'est bien ça le problème. C'est ça l'idée de base en fait. Exactement. De pouvoir remonter les loyers par la suite. Exactement. Qui sont déjà particulièrement hauts en ce moment. Donc là aussi, vous invitez la population. On invite à voter non. Donc c'est non tout le temps pour. Oui. Vous
vous savez dire oui aussi. Parlons du financement des prestations de santé aussi. 4e objet sur lequel vous serez invité à donner votre avis dimanche prochain. Oui, avec une réforme qui propose un financement uniforme des soins ambulatoires et stationnaires. Les syndicats craignent une sorte d'américanisation des soins qui avantagerait plutôt les plus riches et qui serait au détriment des plus pauvres. Ce qu'il faut bien comprendre, cet objet il est extrêmement complexe. On parle justement de réformer le financement des prestations parce que entre l'ambulatoire, le stationnaire et les soins à longue durée, en fait, on a une répartition entre les cantons et les assurances qui est différente. Ouais. On veut favoriser l'ambulatoire pour réduire les coûts. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est payé par 100% des primes. Donc, en fait, les économies qu'on fait par ce virage ne sont pas à l'avantage des caisses maladie aujourd'hui. Donc, ça part d'une bonne intention, effectivement, de vouloir réformer ces prestations. Maintenant, je pense qu'on a probablement trop chargé la barque. Le bilan sur les primes, c'est très difficile de dire si effectivement elles vont augmenter ou si elles vont baisser avec cette réforme. Ce qu'on peut constater, c'est effectivement qu'on va donner plus de pouvoir aux caisses maladie en montant de coûts, mais aussi plus de pouvoir parce que c'est elles qui auront elles pourront s'organiser au sein d'une commission ad hoc dans les cantons dans laquelle les cantons n'ont qu'une voix consultative. Donc effectivement, on va donner plus de pouvoir aux caisses maladie. Maintenant, nous, la raison pour laquelle on propose la liberté de vote avec cet objet au niveau des Verts vaudois, c'est justement parce que on laisse le libre choix à nos membres et aux citoyens de décider si ils ou elles pensent que c'est une bonne réforme. Ouais. Mais sur les primes, c'est absolument clair qu'on va avoir besoin d'autres réformes beaucoup plus profondes, des instruments précis, parce qu'ici on parle uniquement de la répartition, on ne parle pas du coût des primes. Ouais, donc c'est pas équitable ce que vous dites. Pas équitable, alors non, effectivement, ce que je dis, c'est que l'impact sur les primes, il sera probablement nul, voire négatif. Parce que on intègre les soins à longue durée, qui seront à terme beaucoup plus importants avec le vieillissement de la population, donc qui vont aussi faire augmenter les primes. Ouais. Et le canton de Vaud, je le rappelle, le Conseil d'État vaudois a quand même dit que ça représenterait 130 millions de coûts annuels supplémentaires, et sans compter l'intégration des soins à longue durée. Donc voilà, je pense que cette réforme, elle part d'une bonne intention. Maintenant, c'est difficile de dire si vraiment elle va résoudre le problème. Donc, pour vous, 3 fois non et un point d'interrogation. Oui, la liberté de vote, c'est ça, sur ce dernier objet. Merci en tous les cas, Jean-Valentin de Saussure, d'avoir répondu à nos questions sur ces 4 objets. On invite évidemment la population à aller voter, c'est important, plus que jamais. Hein. Oui, complètement. Je pense qu'on est sur des objets qui touchent directement la population en matière de santé, vous l'avez dit, en matière de mobilité aussi. Je pense que c'est important de s'exprimer. J'invite aussi les jeunes à s'exprimer, et puis parce que je pense que cette votation, elle est cruciale aussi pour leur avenir, et c'est important d'en prendre conscience. Très bien, merci d'avoir joué le jeu ce matin. Chaque jour de la semaine, on reçoit un invité. Vendredi, nous recevons M. Rivier. Renaud Rivier, exactement, qui représentera le centre. Il a une petite question pour vous, et après on vous demandera de poser une question pour notre invité de demain. Bonjour. En Allemagne, ces dernières semaines, on a annoncé des plans sociaux qui vont toucher des milliers d'emplois, en particulier dans le secteur industriel. Une des causes principales, c'est celle-ci, l'énergie. Trop chère, pas assez abondante. Alors ma question à votre invité, sachant que la stratégie énergétique de la Suisse s'est fortement inspirée de celle de l'Allemagne, est-ce qu'on persiste et signe ? Ou est-ce qu'on procède à quelques ajustements ? Alors on parle pas des votations là, du coup. Non. Évidemment, vous avez compris. Oui. Effectivement. On a un problème de coût de l'énergie et d'approvisionnement, mais je dirais la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même accepté au niveau suisse le 9 juin dernier la loi sur l'électricité qui vise à accroître l'approvisionnement en énergie renouvelable. C'est ce dont on a besoin en Suisse. Je dirais que la stratégie de la Suisse est quand même très différente de celle de l'Allemagne. Je veux dire, on n'a pas de centrale à charbon, on a quand même la chance d'avoir des barrages hydrauliques qui nous permettent de stocker l'énergie, d'assurer un approvisionnement. Maintenant, c'est clair que sur
sur l'éolien, sur le solaire ou sur d'autres formes d'énergie renouvelable, il faut accélérer la croissance de ces énergies pour pouvoir répondre aux besoins de l'industrie. Ça, c'est sûr. Maintenant, c'est pas uniquement le coût de l'énergie qui pose problème pour le tissu industriel en Suisse. Là, je pense que c'est absolument clair qu'on a besoin d'une stratégie industrielle pour garder certaines entreprises qui sont importantes pour notre transition, qui sont importantes pour l'économie circulaire, parce que sinon, on va perdre des emplois. On l'a vu avec Vetropack, on le voit avec Stahl Gerlafingen aussi en Suisse allemande. Ouais. Il faut vraiment avoir une stratégie. Très bien. On posera la question à M. Rivier s'il a écouté votre réponse ce matin. Merci en tous les cas. Demain, nous recevons Michael Buffa sur ce plateau à cette même place. Quelles questions en rapport avec les votations cette fois-ci quelles questions avez-vous envie de lui poser, M. de Saussure? La question que j'ai envie de lui poser, c'est que dans cette votation sur l'objet des autoroutes, on a plusieurs fêtières agricoles qui se sont exprimées contre cet objet. Agri-Genève, la Chambre de l'agriculture valaisanne. On a aussi Unitaire. L'UDC est en général le parti qui défend les intérêts des paysans. Pourquoi ne le fait-il pas dans cette votation? Parce qu'effectivement, on a des terres agricoles qui vont être sacrifiées pour cette autoroute. Pourquoi ne défend-il pas les intérêts des paysans? Merci. Vous écouterez sa réponse demain matin? Oui, j'écouterai. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, monsieur de Saussure? Je pense un succès dans les urnes, surtout ce dimanche, contre l'extension des autoroutes et puis notamment les deux objets du droit du bail. Merci beaucoup d'être venu ce matin. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch et à très bientôt sur M le Média. Merci à vous. Garrigue. Merci beaucoup. Et demain, donc, Michael Buffa à cette même place pour répondre aux mêmes questions que nous avons posées ce matin à notre invité Jean-Valentin de Saussure. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. À tout de suite. M le Média, l'instant politique. Où tu veux.